Do you have a gambling problem? No, I enjoy it. It's a hobby. If I had a problem, I'd be starving. I'd be hawking this watch. My championship rings, I would sell my house. I would do this. My wife would left me, or she'd be starving, or my kids would be starving. I do not have a problem. I enjoy gambling. Soon, whenever I walk away from this game, I think that's the only thing that people are going to say was a bad thing about Michael Jordan. Could soon be after this year? Could be. 5 years down the line, if that urge comes back, if the Bulls have me, if David Stern lets me back in the league, I may come back. Le 6 octobre 1993, le monde du sport s'arrête brutalement. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Michael Jordan prend sa retraite. Le plus grand basketteur de tous les temps pour certains, alors qu'il vient de remporter 3 titres consécutifs avec les Chicago Bulls, annonce qu'il quitte la NBA. Il n'a que 30 ans. Il est au sommet de sa gloire. Personne ne comprend sa décision. Personne, ou presque. Parce que derrière les apparences d'un hommage à son père récemment assassiné, derrière le discours officiel d'un homme épuisé par la célébrité, une autre version commence à circuler. Une rumeur, qui grandit et se propage. Et si ce départ n'était pas vraiment un choix? Et si cette retraite si soudaine n'était en réalité qu'une suspension déguisée? Une manière pour la NBA de sauver les apparences, d'éloigner son joueur star pendant que la situation se calme. Car depuis plusieurs mois, le nom de Jordan est associé à des histoires troubles de jeu, d'addiction, de dettes et de fréquentation douteuse. On parle de plusieurs millions de dollars envolés, dans les casinos d'Atlantic City ou dans des cercles de jeux privés. On évoque des liens avec des trafiquants de drogue, des membres de la mafia et certaines personnes assassinées. Et puis, il y a cet autre drame, immense, impensable, le meurtre de James Jordan, son père, dans des circonstances mystérieuses. Une affaire criminelle sordide, une enquête bâclée, une simple coïncidence, ou est-ce le lien d'une spirale infernale dont Michael ne contrôlait plus rien? Dans cette vidéo, on va plonger au cœur d'un des plus grands mystères de l'histoire du sport. On va disséquer les faits, décortiquer les rumeurs et analyser chaque détail. La retraite de Michael Jordan en 93 est-elle vraiment un choix personnel ou une punition cachée? Et jusqu'où l'homme que l'on a appelé le dieu du basket est-il prêt à aller pour ne pas tout perdre? Voici l'histoire de la retraite forcée de Michael Jordan. Michael Jordan est un compétiteur. Ça, tout le monde le sait. Ce qui est moins connu, c'est jusqu'où allait cette obsession pour gagner. Sur le terrain, c'était une machine. Mais en dehors, c'était une autre histoire. Jordan ne supportait pas de perdre, peu importe la mise. Le simple fait de participer à un jeu sans en sortir vainqueur lui était insupportable. Il fallait qu'il domine. Toujours et tout le temps. Et très tôt, cette mentalité s'est transformée en quelque chose de plus sombre. Une addiction au jeu. Tout commence dès le lycée, où Jordan parie avec ses camarades sur des parties de billard. À l'université de North Carolina, il continue à parier sur n'importe quoi. Les cartes, les jeux d'adresse, même les lancers francs à l'entraînement. Une anecdote raconte qu'un jour, il a même payé une dette de 5 $ par chèque. Un chèque signé Michael Jordan. Une relique aujourd'hui vendue aux enchères. Mais ce n'était que le début. Car une fois arrivé en NBA, avec les millions de dollars qui tombent et la célébrité qui décolle, les mises explosent. Jordan commence à fréquenter les casinos les plus réputés du pays. À parier sur le golf, le poker et le blackjack. En 1991, alors que les Bulls affrontent les Sixers en play-off, Michael disparaît pendant 2 jours. Il n'est pas blessé, il ne se repose pas, il est à Atlantic City. Et quand il revient, il débarque à 6h30 du matin à l'hôtel, les yeux rouges, quelques heures avant l'entraînement. Mais personne ne dit rien. En 93, rebelote. Lors des finales de conférence contre les Knicks, on le retrouve encore à Atlantic City, en pleine nuit, cette fois accompagné de son père. Il joue au casino jusqu'à 2h30 du matin, la veille d'un match crucial. Et ce soir-là, les Bulls perdent. Jordan, lui, passe complètement à côté de son match. Mais ces écarts ne sont pas simplement anecdotiques. Ils deviennent fréquents, récurrents et inquiétants. Car ce n'est pas qu'une histoire de jeu, c'est une histoire de relations, d'associations douteuses et de noms qui font froid dans le dos. Et très vite, les premières affaires éclatent au grand jour. Un trafiquant de drogue nommé Slim Buller est arrêté. Dans ces affaires, la police découvre un chèque de 57 000 $ signé par Michael Jordan et des dizaines de milliers de dollars en liasse. Officiellement, c'est pour une dette de golf. Mais sous serment au tribunal, Jordan confirmera que c'est lié à des jeux d'argent. Mais qui paye une dette de 57 000 $ à un criminel condamné pour trafic de cocaïne? Quelques mois plus tard, c'est un autre nom qui surgit. Eddie Doe, un prêteur douteux retrouvé mort dans sa voiture. Exécuté de plusieurs balles. Et dans sa mallette, la police trouve 3 chèques signés par Michael Jordan, pour un total de 108 000 $. 2 affaires, un homme mort, 2 sommes astronomiques. Un seul point commun,
Michael Jordan. Alors forcément, la presse commence à se poser des questions, et la NBA aussi. Parce que même si le règlement n'interdit pas le jeu d'argent, les liens avec des criminels, eux, posent un énorme problème d'image. Et c'est là que tout bascule. Nous sommes en 1993. Michael Jordan vient de remporter son 3e titre consécutif. Il est au sommet du monde. La planète NBA tourne autour de lui. Mais dans l'ombre, son addiction le rattrape. Tout commence avec un livre. Un homme nommé Richard Esquinas, ancien manager du San Diego Sports Arena, publie un ouvrage explosif. Michael and Me, notre addiction pour les jeux d'argent, mon cri de détresse. Dans ce livre, Esquinas raconte qu'il a joué des centaines de parties de golf contre Jordan, à des mises totalement délirantes. Au fil du temps, la dette de Jordan s'est accumulée jusqu'à atteindre 1 250 000 $. Esquinas affirme que Jordan n'a jamais voulu payer la totalité de sa dette. Why he didn't pay, I could never determine if he couldn't pay or wouldn't pay. He never said he couldn't, he never said he wouldn't, he just simply didn't. Il a esquivé et il a fui ses appels. Et qu'à la fin, il a négocié la dette à 300 000 $, étalée sur plusieurs versements. Mais qui accepterait d'effacer presque 1 million de dollars de dette alors que Michael Jordan gagne énormément d'argent? C'est énorme, trop énorme pour être ignoré. Dans les médias, le nom de Jordan commence à sortir de la sphère privée. Les journalistes fouillent et les émissions s'emballent. Et la NBA entre en action. David Stern, alors tout-puissant commissionnaire de la NBA, lance une enquête interne. Officiellement, Jordan n'a pas parié sur des matchs NBA. Il n'a donc pas enfreint les règles. Mais l'enquête vise autre chose. Protéger l'image de la ligue. Car l'image de Jordan, c'est l'image de la NBA. Mais en coulisses, les faits s'accumulent. Le chèque de 57 000 $ à Slim Bouler, les 108 000 $ retrouvés sur Edido, le livre d'Esquinas et sa dette colossale, les virées nocturnes à Atlantic City pendant les playoffs, les gardes de sécurité qui jouent avec Jordan à pile ou face pour des milliers de dollars, tout commence à ressembler à une spirale incontrôlable. Et cette spirale, elle inquiète. Pas seulement pour des raisons d'image, mais pour la sécurité même de Jordan. Car en s'endettant auprès d'hommes dangereux, en pariant avec des parieurs, des trafiquants, Jordan s'expose. Et par déduction, la NBA aussi. Mais surtout, la pression est telle que la famille Jordan commence à souffrir. Dans l'intimité, James Jordan, le père de Michael, commence à avoir ses propres soucis. Il aurait emprunté de l'argent en utilisant le nom de son fils. Il aurait été en conflit avec sa femme Dolores. Ses entreprises battent de l'aile. Il est ruiné, humilié. Et quelques mois plus tard, il est retrouvé assassiné. Au bord d'une route, dans des circonstances encore floues aujourd'hui. Et là, tout explose. En l'espace de quelques semaines, Jordan est visé par une nouvelle enquête de la NBA. Esquinas fait la une des journaux, son père est assassiné, et Jordan annonce sa retraite. Le plus grand joueur de la planète quitte le basket à 30 ans, au sommet de son art, avec encore plusieurs titres à portée de main. Un geste impensable et inexplicable. Sauf si ce n'était pas une retraite, mais une suspension déguisée. Le 6 octobre 1993, Michael Jordan convoque la presse. Salle comble. Caméra du monde entier. Phil Jackson est là, stoïque, Scottie Pippen aussi, le regard perdu. Et devant tous, Jordan prend la parole et annonce l'impensable. J'ai perdu l'envie. J'ai tout donné. Il est temps pour moi de partir. Mais ce que très peu remarquent sur le moment, c'est une phrase étrange. Presque glissée, presque oubliée. Une phrase qui va devenir le point de départ d'un doute immense et alimenter les rumeurs. If that urge comes back, if the Bulls have me, if David Stern lets me back in the league, I may come back. Peut-être que je reviendrai, si David Stern me laisse revenir. Si David Stern me laisse revenir. Pourquoi Michael Jordan, la figure la plus dominante de toute la NBA, aurait-il besoin de l'autorisation du commissionnaire pour revenir? C'est là que le château de cartes commence à trembler. Quelques jours plus tôt, la deuxième enquête de la NBA sur les activités de jeu de Jordan était toujours en cours. Puis, comme par magie, elle est soudainement close. Aucun communiqué officiel détaillé. Aucune sanction. Rien. Et entre-temps, Jordan annonce son départ. Un timing parfait. Un peu trop parfait. Ce scénario alimente rapidement une théorie qui va hanter la NBA pendant des décennies. Jordan aurait été suspendu, mais en secret. Et pour éviter une exposition médiatique, David Stern et Jordan auraient conclu un pacte discret. Un retrait volontaire, présenté comme une retraite, pour mieux revenir plus tard. L'image intacte. Pourquoi un tel secret? Parce que Jordan, ce n'est pas n'importe qui. Jordan, c'est la NBA. Sa silhouette est le logo officieux. Il vend des millions de maillots, remplit les stades et fait exploser les audiences télé. Le suspendre officiellement, c'est beaucoup trop risqué. Une perte de crédibilité énorme pour la ligue, un effondrement du business marketing et une pluie de critiques sur le sport. Alors le compromis est simple. Tu t'éloignes, tu honores ton père, tu joues au baseball et dans 1 an ou 2 tu reviens. Tout est oublié. C'est pour cela que Jordan ne reste jamais loin. Pendant toute sa retraite entre guillemets, il continue de s'entraîner en cachette avec les Bulls, dans des sessions privées et silencieuses. Et Tony Kukoc dira plus tard,
il n'avait pas quitté l'équipe. Il n'était jamais vraiment parti. Et c'est sans doute pour ça que son retour est si théâtral. Le 18 mars 1995, un simple fax est envoyé aux médias par son agent, David Falk. 2 mots. I'm back. Aucun autre joueur n'aurait pu orchestrer un tel comeback. Aucun autre joueur n'aurait pu quitter en pleine gloire et revenir comme si de rien n'était. Sauf si tout ça avait été prévu depuis le début. Et surtout, si tout ça était nécessaire. Nécessaire pour éviter que les chiffres de dette, les noms douteux, les assassinats liés de près ou de loin n'éclaboussent le plus grand joueur de tous les temps. Et avec lui, toute la NBA. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le meurtre de James Jordan, le père de Michael, jette une ombre encore plus sombre sur ce dossier. Le 23 juillet 1993, James Jordan, le père adoré de Michael, est en route vers Charlotte, en Caroline du Nord. Il s'arrête en bord d'autoroute, fatigué, et décide de dormir dans sa voiture. Il ne se réveillera jamais. 2 adolescents, Daniel Green et Larry Demery, croisent sa route. Selon la version officielle, il tente de voler la voiture, panique, tire et tue James Jordan. Son corps est caché dans un marais en Caroline du Sud. On ne le retrouvera que 11 jours plus tard, dans un état de décomposition avancée. Choc national, dévastation personnelle. Michael est anéanti. Ce père qui était à ses côtés dans chaque moment clé de sa carrière n'est plus. Mais très vite, les détails de cette affaire commencent à déranger. Pourquoi James Jordan dormait-il sur le bord d'une autoroute, seul, dans une voiture de luxe et sans sécurité? Pourquoi les appels passés depuis son téléphone portable ont-ils été ignorés par les enquêteurs? Et pourquoi l'un des assassins présumés, Daniel Green, affirmera plus tard « Je n'ai pas tué James Jordan. Je n'étais même pas là quand ça s'est passé. » Because I know that I've been here for 17 years, for something that I really didn't have nothing to do with. Anything you have to say to the Jordan family at all? I didn't kill him. That's all I have to say. You did not kill James Jordan. I didn't kill James Jordan. I'm innocent. Et surtout, il lâche une phrase troublante. Nous n'étions que des pions dans un jeu. Un jeu? Lequel et pour qui? Ce n'est qu'une coïncidence, bien sûr. Mais à ce moment-là, les dettes de jeu de Michael Jordan sont nombreuses. Il perd des millions de dollars à des jeux de golf, de poker et de cartes. Mais à qui? À des individus très dangereux, trafiquants, usuriers et criminels. Des dettes et des noms liés au crime organisé. Et en 93, le père de Jordan est assassiné, dans des conditions troubles. Est-ce une vengeance? Un avertissement sanglant? Ou simplement un hasard? Les défenseurs de la version officielle diront « Ce sont 2 jeunes désœuvrés, c'est tout ». Mais d'autres plus sceptiques n'y croient pas. Surtout quand David Stern suspend immédiatement l'enquête interne sur les jeux d'argent de Jordan après la mort de son père. Et surtout, quand Jordan annonce sa retraite quelques semaines plus tard. Un timing qui pour beaucoup n'est pas anodin. Il n'y a jamais eu de preuves formelles, aucune note, aucune lettre, mais une chose est sûre. Michael Jordan n'a jamais été le même homme après ce drame. Et la NBA n'a jamais remis en question sa version officielle. Et si c'était justement le but de tout ça, créer un rideau de fumée pour éviter le pire, pour écarter les projecteurs, pour que Jordan disparaisse des terrains sans être sali publiquement, et que ses dettes, ses fréquentations et ses vices s'effacent dans l'ombre d'un deuil. Mais alors, comment expliquer qu'il ait pu revenir et dominer de nouveau? Le 18 mars 1995, un simple fax, 2 mots qui font trembler toute la NBA. I'm back. Michael Jordan est de retour. Après 17 mois loin des terrains, 17 mois à frapper dans une balle de baseball, à courir sur la terre battue des ligues secondaires, à vivre dans l'ombre d'un sport qu'il ne maîtrisait pas, pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi de cette manière? À l'époque, personne ne se pose trop de questions. Le retour de Michael est un événement médiatique, une bénédiction pour la NBA et pour les fans. Mais avec le recul, tout paraît trop parfait. Car durant toute sa retraite, Michael Jordan ne s'est jamais vraiment éloigné. Il continue à s'entraîner avec les Bulls, secrètement. Il assiste à certains matchs depuis les coulisses. Et selon Tony Kukoc, il avait toujours ses affaires dans les vestiaires. Un jour, j'entre dans le vestiaire et je vois une dizaine de paires de chaussures dans son casier. Là, j'ai su qu'il revenait. Mais la NBA, elle, semble préparée. Comme si tout était planifié depuis le début. Et puis, il y a le film Space Jam. Le film est en préparation pendant sa retraite. Il met en scène un Michael Jordan qui quitte le baseball pour sauver le monde en jouant au basket. Un scénario étrangement proche de la réalité. Une manière habile de contrôler le récit et d'imposer une version édulcorée du retour. Loin des théories sombres de la suspension secrète, des dettes et des fréquentations douteuses. Le film devient un succès mondial. Les enfants idolâtrent Jordan plus que jamais. L'image est sauvée et tout est pardonné. Et sur le terrain, malgré quelques difficultés lors des premiers matchs, Jordan retrouve rapidement son niveau. Il perd contre Orlando en 95, qu'importe. Dès 1996, il récupère le trône. 3 nouveaux titres, une deuxième dynastie. Mais quelque chose a changé. Jordan est plus dur, plus fermé, et encore plus obsédé par la victoire. Comme s'il jouait chaque match pour prouver qu'il mérite encore sa place. Comme si ce retour était sa rédemption.
Mais peut-on effacer 17 mois d'ambiguïté d'un simple coup de fax? J'ai purgé ma peine, je suis propre, faites-moi revenir. Et la NBA, elle accepte. Elle oublie, car Jordan rapporte trop. En argent, en audience, mais surtout en prestige. La vérité n'a plus d'importance. Seule compte la légende. Mais maintenant qu'on a vu la chute, la disparition et le retour, il est temps de faire le bilan. De répondre à la question. Michael Jordan a-t-il vraiment pris sa retraite en 1993 ou a-t-il été suspendu, secrètement, pour éviter un scandale destructeur? Michael Jordan, le visage de la NBA, l'homme qui rapporte des milliards, et surtout, celui que la Ligue ne peut pas se permettre de voir tomber. Mais comment gérer une bombe à retardement? Comment la NBA, en 1993, pouvait-elle gérer l'idée que son héros est accro au jeu, qu'il parie des millions de dollars avec des trafiquants, des criminels et des hommes impliqués dans des affaires de meurtre? La solution? Ne pas salir son nom, ne pas le suspendre publiquement, et ne pas détruire sa légende. Créer un mythe. Michael, tu dois t'éloigner quelques mois. On appelle ça une retraite. Tu reviens? L'image est intacte. On oublie tout. Et c'est là que ça devient troublant. Le timing est trop parfait. Jordan annonce sa retraite au milieu de la deuxième enquête sur ses liens avec Richard Eskinas. Et David Stern enterre l'affaire 10 jours après. Deuxième point, sa déclaration étrange lors de la conférence de presse. Jordan dit « Si David Stern me laisse revenir, peut-être que je reviendrai ». Pourquoi prononcer cette phrase alors que personne ne lui a posé la question? Pourquoi vouloir impliquer David Stern dans un éventuel retour s'il partait vraiment de son plein gré? Une retraite de 17 mois. Pas 2 ans, pas 1 an. 17 mois pile. Comme une suspension déguisée. Tu disparais, on te nettoie et tu reviens comme neuf. Quatrième point, la mise en scène parfaite. Le baseball, le film Space Jam, puis le retour triomphal. Un arc narratif hollywoodien, pas une retraite normale. Cinquième point, Kukoc et les autres Bulls savaient. Ils ne quittent jamais complètement l'équipe. Michael Jordan continue à s'entraîner avec eux, et il rôde autour du vestiaire. Il n'était pas vraiment à la retraite. Et ensuite, la NBA avait tout à perdre. Un scandale public autour de Jordan aurait été catastrophique pour la Ligue. Les sponsors partent, les audiences chutent, l'image de la NBA est ternie pour des années. Et la croissance mondiale de la Ligue est stoppée net. Mais David Stern, enfin stratège, ne pouvait pas permettre ça. La NBA était prête à tout, sauf à perdre Michael Jordan. Alors vérité ou théorie? Est-ce que David Stern a vraiment offert une sortie de secours à son joueur vedette dans un accord confidentiel où chacun y gagnait? Jordan évite le scandale, David Stern sauve la Ligue et le public a droit à un retour légendaire. Mais à quel prix? La vérité est enterrée sous des années de storytelling, de Air Jordan et de trophées. Et peut-être qu'elle n'aura jamais de réponse officielle. Mais une chose est sûre, Michael Jordan n'a pas quitté la NBA en 93 parce qu'il en avait envie. Il est parti parce qu'il n'avait plus le choix. Il a changé la NBA, mais il a aussi porté un fardeau invisible. Derrière chaque sourire, chaque bague de champion, il y avait une tension, une faille cachée. Il était trop compétitif pour perdre, trop humain pour ne pas sombrer. Oui, il a disparu au sommet, mais il est revenu comme un roi. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que Michael Jordan aurait pu tout nous dire. Il aurait pu affronter la tempête, mais il a préféré protéger son héritage. Et la NBA, son image. Et nous, on a regardé une légende du basket tomber du ciel et remonter sur son trône, sans jamais savoir ce qui s'est vraiment passé. Car c'est ça, une légende. On l'admire, on la défend, et parfois, on la croit, même quand elle ment.